J'espère que tu vas bien. Dans l'émission d'aujourd'hui, on va parler un petit peu économie de manière simplifiée, vulgarisée, pour comparer l'économie européenne, enfin l'économie française surtout, et l'économie américaine. Et puis surtout en cette guise d'introduction, je vais te parler de ce qui s'est passé ce week-end, puisqu'il y a eu Trump, entre guillemets, a fait chuter de manière assez importante les marchés, et surtout le marché des crypto-monnaies. Donc nous, ce qu'on a dit à nos élèves, c'est que pour l'instant, le support tenait. C'est-à-dire qu'on surveille un niveau clé. Le niveau, il a tenu, on a rebondi pile poil dessus pour l'instant. Au moment où je tourne cette vidéo, on est le lundi matin, vous allez la voir, je pense, le mercredi, donc il va peut-être se passer beaucoup de choses ici là. Donc voilà, vous pouvez analyser ça à tête reposée. Mais le niveau il tient. Donc tant qu'il tient, pour l'instant il n'y a pas de panique véritablement sur les cryptos, c'est un excès de volatilité. Mais on va quand même analyser dans cette émission, on ira voir un petit peu ce que fait le Bitcoin, Solana, Ethereum, pour voir est-ce que tout est remis en question sur la tendance haussière qui avait commencé à être enclenchée pour la plupart d'entre elles, pas sur l'Ethereum, mais sur le Bitcoin en tout cas c'était le cas, et le Ripple XRP. Donc, ce que je voulais te dire, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que c'est pas que les cryptos, les indices boursiers ont aussi ouvert avec un gap baissier, en tout cas sur les futurs, je vois ça sur le SP500 et Nasdaq 100. C'est en train de remonter, voilà, donc peut-être que d'ici l'ouverture des marchés US cet après-midi, on aura bien remonté. On verra comment ça se passe les prochains jours, parce que vous allez voir cette vidéo mercredi et on en saura plus. Moi, je suis encore un petit peu dans le flou tant que j'ai pas vu l'ouverture américaine. Mais voilà, les raisons qui ont provoqué ça, il y en a plusieurs. Il y a eu la hausse des coûts d'importation. Donc les entreprises américaines qui importent des biens, notamment parce que Trump a décidé, vous le savez, de mettre des droits de douane, même les augmenter. Du coup, ça provoque une hausse des coûts d'importation. Forcément, si tu as des frais de douane, ça va te coûter plus cher pour importer des matières premières pour les entreprises américaines de l'étranger. Donc elles vont devoir payer des tarifs plus élevés, et ces tarifs, tu t'en doutes forcément, elles vont devoir les répercuter aux consommateurs. Malheureusement, c'est toujours nous qui payons le prix pour des prix beaucoup plus chers. Donc du coup, en gros, la crainte globale, pour résumer, c'est surtout l'inflation qui risque de revenir un petit peu, de remonter. Et s'il y a une inflation, on peut se dire peut-être que les taux ne vont plus baisser ou même vont carrément réaugmenter. Et rappelez-vous, en 2022, c'est ça qui avait fait chuter les marchés. Donc c'est des craintes, c'est des anticipations, mais pour l'instant, tant que les taux ne remontent pas, on n'a pas cette concrétisation. Donc bien sûr, il y a la réduction aussi de la concurrence, car si les importations deviennent trop coûteuses, c'est favorable aux entreprises américaines qui vont pouvoir en gros augmenter leurs prix sans craindre que la concurrence étrangère qui serait moins chère. Donc ça, c'est le point positif entre guillemets pour les entreprises américaines. Donc ça crée une pression sur la chaîne d'approvisionnement, donc des tarifs plus élevés, ça perturbe les chaînes d'approvisionnement, ce qui rend des biens plus difficiles à acquérir et à obtenir, et donc ça devient plus cher. Voilà, donc les coûts aussi peuvent être plus chers. Tu as la dépréciation, alors je crois que c'est l'euro qui est en train de se dévaloriser là par rapport au dollar, mais ces mesures-là pourraient entraîner aussi une dépréciation du dollar, puisque les investisseurs perçoivent une politique protectionniste. C'est généralement perçu par le marché comme quelque chose de plutôt négatif, et du coup ça rend les importations plus coûteuses, et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est ça qui peut alimenter entre guillemets l'inflation. Donc voilà un petit peu pour les grandes lignes. Donc on va aller voir ensuite les graphiques. Donc je vais vous faire une petite partie d'abord économie pour comparer la France et les États-Unis. Et après on attaque les graphiques en troisième partie de cette émission. A tout de suite. Donc voici le graphique du Bitcoin. Comme tu peux le voir, on a deux niveaux ici bien délimités. Une résistance que tu vois en haut en pointillé, en tiré, et le support ici en bas. Et tu vois qu'il y a eu beaucoup de volatilité ces derniers temps. Le Bitcoin a beaucoup chuté. Alors attention, le Bitcoin est moins volatile que la plupart des cryptos. On a eu des moins 20% sur beaucoup de cryptos, des moins 30% sur certaines. Donc voilà, mais en tout cas on voit que les supports tiennent pour l'instant. Donc tant que ce niveau tient, personnellement je ne panique pas et je ne réduis pas mes investissements sur la classe d'actifs des crypto-monnaies. Et on peut retrouver ces supports sur Solana et Ethereum, je ne vous les montre pas, mais en tout cas voilà, on a à peu près les mêmes zones de support qui sont en train de tenir au moment où je tourne cette vidéo. Donc c'est à suivre bien évidemment, mais pour l'instant ça tient. Bienvenue à toi sur la chaîne du Druide. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est plus sur l'économie. On va comparer un petit peu notre économie française avec l'économie américaine. Et on va commencer par le contexte général. Et vous allez comprendre pourquoi, d'une manière globale, j'investis majoritairement aux États-Unis. Donc j'aurais pu aussi investir sur des pays asiatiques, mais c'est un petit peu plus compliqué. Donc voilà, pourquoi le Druide investit dans son portefeuille majoritairement sur des valeurs américaines. Vous allez comprendre ça tout de suite avec cette vidéo, même si, vous le savez, j'ai quand même quelques entreprises, notamment belges et françaises, dans mon portefeuille. Et on a une allemande que j'aime beaucoup d'ailleurs, mais qui n'est pas encore dans le portefeuille car j'attends une grosse correction dessus.
Donc on est parti, on va commencer par étudier la population et la taille économique. Et donc la France a environ, vous le savez, 68 millions d'habitants avec un PIB total d'environ 2,8 trillions. En 2023, pour les données, Quant aux États-Unis, on est à 331 millions d'habitants, donc autant vous dire que c'est pas du tout la même population, avec un PIB qui va à 26 trillions de dollars. Donc là, même chose, déjà ça fait une énorme différence, rien que par rapport à ça. La différence d'échelle, bien sûr, influence les opportunités d'investissement. Il y a plus d'entreprises de qualité aux États-Unis qu'en Europe d'une manière générale et qu'en France encore plus particulièrement. Les indices boursiers principaux, donc en France c'est le CAC 40 qui inclut principalement de grandes multinationales comme LVMH, Total Energy, Eiffage dont j'ai souvent parlé sur ma chaîne et Sanofi et plein d'autres valeurs. Les États-Unis contiennent plusieurs places de marché comme le SP500, le Dow Jones et le Nasdaq et qui sont globalement jusque-là dominés par des géants technologiques comme Nvidia, Microsoft, ce genre de valeurs. On va comparer maintenant des indicateurs clés, donc notamment le taux de chômage. Donc en France, on est à environ 7,1% en 2023 avec une tendance qui a plutôt tendance à baisser, qui est récente, notamment grâce à des réformes du marché du travail. Les États-Unis, on est à 3,8%, donc vous voyez, on est presque 2 fois moins, soit on est proche d'un plein emploi structurel. Alors vous vous demandez peut-être pourquoi cette différence. Eh bien le marché du travail américain est plus flexible, donc on pourrait développer ces points, mais c'est pas le but de la vidéo, c'est pas d'aller trop loin dans des politiques économiques. Et la France, c'est beaucoup plus rigide avec le code du travail, la protection sociale, donc c'est aussi des avantages pour la stabilité sociale, parce que vous savez qu'aux États-Unis, si vous n'avez pas les moyens de payer votre médecin, si vous avez besoin d'une opération, vous avez un accident de voiture, vous allez à l'hôpital, ça peut vous coûter plusieurs milliers d'euros parce que vous n'avez pas le remboursement de la sécurité sociale, chose qu'on a en France. Donc sur ce plan-là, on a quand même de gros avantages par rapport aux États-Unis. Donc le PIB, alors je ne vous ai pas montré ici le graphique, vous voyez ici la différence entre la France en orange, jaune et les États-Unis plutôt en rouge. Donc voilà, on voit que la France a tendance à baisser, les États-Unis c'est plutôt très bas comparé à la France. Par contre il y a parfois des pics, notamment durant le Covid. Durant le Covid il y a eu un pic qui est remonté, mais sinon c'est très bas aux États-Unis, il y a moins de chômage. Donc voilà, les États-Unis sur ce plan-là, on trouve du travail. Après, la question, c'est à quel salaire? Bon, en tout cas, le PIB par habitant, on peut voir que la France compte environ 42 000 USD par habitant, quant aux États-Unis, c'est 80 000. Donc là, encore une fois, il y a vraiment une énorme différence. Vous le voyez graphiquement ici, au niveau de la courbe, c'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Et en plus, ça a tendance à accélérer à la hausse, contrairement à la France. Donc qu'est-ce qui peut expliquer ça? Les facteurs explicatifs, il y a la productivité et les innovations qui sont beaucoup plus importantes aux États-Unis, et puis la taille et la diversification des secteurs d'activité américains. La croissance économique annuelle, donc la France, on a une croissance moyenne de 1 à 2% par an sur la dernière décennie, avec des variations qui peuvent être liées à la pandémie. Les États-Unis, on a une croissance qui varie du simple au triple. On a une croissance moyenne de 2 à 3% qui est beaucoup plus résiliente face aux crises, grâce à une capacité d'innovation rapide et bien sûr des politiques monétaires qui sont agressives. On va pouvoir analyser les marchés boursiers, donc la performance des indices, donc ça c'est ce qui va nous importer directement par rapport aux actions qu'on peut détenir. Le CAC 40 a une performance moyenne annuelle sur 10 ans d'environ 8%. Et le SP500, performance moyenne annuelle sur 10 ans d'environ 12%, soit 4% par an de plus. Alors, peut-être que ça ne vous parle pas, mais 4%, il faut comprendre que c'est énorme. Si vous faites marcher la machine à intérêt composé, 4% de plus par an sur 10 ans, ça fait une différence de gain énormissime. Et vous le voyez d'ailleurs graphiquement ici au niveau de la courbe, on voit le SP500 qui surperforme très nettement sur le très long terme le CAC 40, et on voit d'ailleurs au début l'écart n'est pas si grand, et plus on va dans le temps, plus l'écart augmente, et plus on va encore avancer dans le temps sur le long terme, plus ça va augmenter. Donc après il y a des valeurs qui sont performante en France, je pense à LVMH jusque-là parce que LVMH est dans des tourments actuellement, L'Oréal aussi, donc on va dire que les meilleures valeurs du CAC 40 peuvent concurrencer beaucoup de valeurs américaines, mais la plupart vont sous-performer.
Les facteurs de performance qui sont super aux États-Unis, donc c'est notamment la domination de la tech avec des poids d'entreprises comme Apple, Microsoft, Amazon et Tesla. Le secteur de la tech, ça représente à peu près 25 à 30% du ESP 500. Le marché a une profondeur beaucoup plus importante avec un accès au financement abondant via du capital risque et des IPO. Et puis bien sûr, enfin, les politiques fiscales et monétaires avec un taux d'imposition plus favorable pour les entreprises aux États-Unis. Donc Donald Trump notamment veut réduire encore cette imposition. Et puis une réactivité de la Réserve fédérale face aux crises économiques. Autre facteur à considérer pour les investisseurs, l'endettement public. Donc en France, on a une dette publique qui est à 111% du PIB en 2023. Les États-Unis est beaucoup plus importante, est encore plus importante, à 120%. Donc sur ce plan-là, les États-Unis font pas mieux que nous. L'impact pour les investisseurs, la gestion de la dette influence les politiques fiscales et monétaires. Le taux d'épargne des consommations, en France on a un taux d'épargne qui est élevé, environ 15%, donc le consommateur est prudent. Les États-Unis, l'épargne est plus faible, on est à 6%, consommation dynamique mais dépendance au crédit. Voilà, après aux États-Unis ils ont une culture de l'investissement qui est beaucoup plus importante que chez nous, donc les gens investissent beaucoup plus pour leur avenir que chez nous, notamment en bourse notamment. L'innovation et l'éducation, la France a globalement des bonnes infrastructures éducatives, mais moins d'incubateurs et de start-up. Voilà, et je pense que là on est plutôt comme sur un déclin en France. Et les États-Unis, on a une forte culture entrepreneuriale, c'est ce que je vous expliquais notamment même pour le fait de mettre de côté pour l'investissement boursier, tout ça, ça fait partie de leur culture, une chose qu'on n'enseigne pas nous en France. Et puis de nombreux pôles d'innovation, notamment la fameuse Silicon Valley. Donc voici le SP500 par rapport au CAC 40. Donc le SP500 c'est la courbe ici en gris et jaune et rouge, et le CAC 40 c'est ici en bleu et gris, donc c'est la courbe qui est en dessous. Et on voit que depuis 1992, eh bien le SP500 surperforme très nettement. Et en fait, si on s'éloigne, plus on s'éloigne dans le temps, plus l'écart est encore important, plus on se rapproche, plus l'écart est un petit peu moins visible, même si là il est très visible, mais ça dépend un petit peu des cycles, mais globalement le SP500 a cette surperformance très nette. Regardez, si je remonte même ici jusqu'à 1950, l'écart est colossal. Et bien sûr, il y a le principe des intérêts composés en plus qui joue. Donc voilà, je veux dire, vous investissez à l'époque 100 € dans le SP500 et 100 € dans le CAC 40. Avec le SP500, vous devenez riche. Avec le CAC 40, je ne sais pas combien vous auriez. Mais en tout cas, la croissance, ça n'a rien à voir. Votre capital aurait grossi très nettement en étant sur le SP500 plutôt que sur le CAC 40. Alors si je fais l'exercice maintenant avec le Nasdaq 100, alors le Nasdaq 100 ça surperforme encore plus le SP500 et donc encore plus le CAC 40, donc là c'est encore, c'est hallucinant quoi. Même quand on se rapproche ici à plus court terme, il y a toujours cette surperformance du Nasdaq 100, sauf vraiment là depuis un an où l'écart paraît forcément plus petit, c'est normal. Mais voilà, plus on s'éloigne, plus on est long terme et plus on voit cette surperformance et dominance du Nasdaq par rapport au CAC 40. Même chose ici sur le Dow Jones Industrial Average. Bien sûr, je remonte à très loin pour montrer vraiment à quel point c'est parabolique par rapport au CAC 40. Si on se rapproche à plus court terme, la surperformance paraît moins importante, mais elle est toujours très nette et puissante. Elle est vraiment, c'est colossal. Donc voilà, sur tous les indices américains, il y a cette surperformance. Donc maintenant, je vous donne juste une vue vraiment très long terme sur le Forex qui compare l'euro par rapport au dollar pour savoir est-ce que l'euro se déprécie ou se valorise par rapport au dollar. Vous voyez que sur le très long terme, sur une vue trimestrielle, en fait, on a un principe de retour à la moyenne dans le sens qu'on a un gros range à long terme. Donc là, on voit que depuis 2008, l'euro a tendance à se déprécier très nettement par rapport au dollar. Donc notre monnaie française se dévalue, puisqu'on est en vie avec des euros. On aurait notre devise en USD, on aurait beaucoup plus de pouvoir d'achat lorsqu'on convertirait ensuite en euros. Et voilà, et là on commence à arriver quand même, mine de rien, sur une borne basse. On a encore du potentiel de baisse pour l'atteindre, parce que si je vous montre ça ici en mensuel, voilà, on peut aller chercher ce rectangle ici en bas sans aucun souci. Donc là, on regarde même en hebdomadaire. Voilà, donc là pour rejoindre le rectangle, vous voyez qu'on a une tendance baissière qui a été entamée ici à partir du 4 novembre 2024, lorsqu'on a breaké ce biseau ascendant, on a cassé par le bas et depuis on est dans cette tendance baissière sur l'euro-dollar. Donc même si à court terme, bien sûr, voilà, on évolue entre ces deux bornes actuellement, on peut rebondir par le haut, mais voilà, il y a de grandes chances que l'euro continue de se déprécier par rapport au dollar, sauf vraiment s'il y a des mesures très importantes de Donald Trump pour dévaluer sa devise. Mais voilà, on n'y est pas encore, donc je m'attends peut-être à un petit rebond à court terme, mais voilà. Tant que cette figure n'est pas cassée par le haut, eh bien on reste vraiment dans une tendance baissière, c'est-à-dire que l'euro se dévalue par rapport au dollar, et donc
sur le portefeuille Druid, je suis majoritairement investi en USD, à part sur les entre guillemets sur les cryptos. Je suis majoritairement investi donc en dollars sur les actions américaines. Donc voilà, globalement, ça va bien se passer pour moi. J'ai plutôt, lorsque je vais convertir mes dollars en euros, si je clôture des positions prochainement, normalement j'aurai un petit surplus de gains lié au change euro-dollar, puisque forcément, vu que l'euro perd de la valeur, lorsque je vais convertir mes dollars en euros, j'aurai plus d'euros que j'aurais dû avoir à la base quand on était ici. Voilà, en tout cas je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout sur la chaîne du Druide. Si cette vidéo vous a plu, pensez à liker, pensez à vous abonner pour ne rien rater sur la chaîne et surtout nous encourager à continuer cette activité. A très bientôt et excellente fin de semaine à tous et à toutes.